Alors, j'ai le plaisir d'animer la dernière table ronde de cette journée dédiée à la blockchain après que Delphine ait œuvré toute la journée, donc je pense qu'on peut l'applaudir quand même un petit peu. Donc, une table ronde dédiée à l'assurance. Alors, on va parler smart contract, ces programmes intelligents enregistrés dans la blockchain qui permettent d'automatiser certaines opérations, comme on le verra dans quelques minutes, une indemnisation d'un assuré si un retard d'avion est constaté. Smart contract, mais pas que. On va aussi parler de la blockchain qui est utilisée pour ses capacités en matière de traçabilité et qui peut ouvrir de nombreuses opportunités dans un monde où il y a énormément d'échanges de documents. Donc l'idée, c'est pas de dresser un panorama très exhaustif de ce qui se passe en matière de blockchain dans l'assurance, mais c'est de donner un petit aperçu de la diversité des projets qui sont menés actuellement, qu'ils soient à l'état d'expérimentation ou déjà sur le marché. Donc, pour discuter de tout ça, je vais appeler les intervenants. Donc, Séraphie de Tracy. Je vous en prie, vous pouvez me rejoindre. Je vais m'installer ici. Séraphie qui est en charge du marché... Je vais lancer le chrono aussi. Pardon. Qui est en charge du marché assurance au sein de la start-up Stratum, qui a été créée en 2015, il me semble, par Richard Caetano et spécialisée dans la sécurité des échanges de données entre entreprises. Laurent Bénichou, responsable des sujets Bitcoin, crypto, blockchain et de FIDSI chez AXA Next, l'entité innovation du groupe AXA. Séraphie qui était chez AXA avant, il me semble. J'ai l'impression que tout le monde se connaît sur cette table ronde. Ça va être intéressant. Jérôme Balme, en charge du digital et de l'innovation au sein de la Fédération française donc d'assurance, la FFA. Emmanuel Moiran, cofondateur de Monuma, une start-up qui digitalise l'expertise des biens de valeur grâce à la blockchain. Et enfin, Florian Graillot, qui est fondateur même du fonds Astoria VC, spécialisé dans les assurtech. Et ancien d'AXA également. AXA Venture, précisément. Laurent Bénichou, je propose qu'on commence directement avec vous et que vous nous parliez de l'offre paramétrique FIDSI. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est, peut-être en précisant ce que ça signifie paramétrique pour que tout le monde dans la salle sache de quoi on parle? Oui, alors une assurance paramétrique, c'est une assurance qui va indemniser en fonction d'une donnée et non pas en fonction d'une demande client validée par un expert. Et comme on indemnise en fonction d'une donnée, effectivement, on peut aller extrêmement rapidement dans le processus d'indemnisation. Donc FISI.AXA, que vous pouvez tester aujourd'hui, qui est live depuis 1 an et demi. Et qui avait été développé initialement avec Utocat, je précise. Oui, exactement. Et d'ailleurs, Utocat a encore le nœud Ethereum qu'on utilise pour les spécialistes. Donc, allez sur FISI.AXA et achetez une police. Et vous verrez à quel point c'est simple. FISI.AXA, c'est une assurance qui permet d'indemniser contre le retard de plus de 2 heures. Donc, c'est une assurance qui n'a aucune exclusion. Donc, le premier intérêt de FISI.AXA, c'est que c'est extrêmement orienté consommateur. Avant d'être une assurance blockchain, c'est surtout une assurance qui réinvente un peu ce que va être l'assurance au XXIe siècle. Quel est le parcours de l'utilisateur justement Alors, achat en 3 clics, on met son numéro de vol, on choisit la police indemnisation qu'on souhaite selon à quel point on valorise le retard. On met son nom, prénom et son mail et c'est tout. On valide évidemment les CGV et on achète. Et après, on ne fait plus rien. On ne fait plus rien. Pourquoi? Parce que c'est AXA qui va voir l'heure d'arrivée de l'avion. C'est le smart contract, ou disons l'entité autour d'AXA qui va décider d'indemniser. Et AXA va envoyer proactivement l'argent sur le compte du client. Donc c'est paiement proactif, paiement en 3 clics, aucune exclusion et pas de preuves à apporter, pas même de demande à faire pour être indemnisé. Donc c'est extrêmement customer-centric. Maintenant, pourquoi blockchain? Pourquoi pas une autre techno? Qu'est-ce que ça apporte concrètement? On aurait pu le faire sans blockchain. L'intérêt de la blockchain, il est double. Premièrement, c'est qu'on donne une preuve opposable au client
inséré sur un registre public. Donc en gros, on dit publiquement au monde, via la blockchain Ethereum, AXA a un commitment vis-à-vis de ce client. On lui fournit une preuve opposable, comme ça, si, en cas de problème de notre part, il peut nous la fournir et on va l'indemniser. Et deuxièmement et surtout, c'est le smart contract qui décide d'indemniser. Le smart contract, c'est un petit bout de code informatique qui fait un calcul. Il va récupérer l'heure d'arrivée prévue de l'avion et l'heure d'arrivée réelle. Il fait la soustraction. Et s'il y a plus de 2 heures d'écart, il va nous envoyer une requête de paiement. Et d'ailleurs, il va l'envoyer à mon prestataire de paiement, une requête d'indemnisation du client. Et ça a l'air de rien, mais en gros, je ne promets plus au client que je suis honnête, je lui démontre avec cette solution. Et ça change tout, ça renforce la confiance des clients auprès de l'assureur et ça renforce aussi la confiance de l'assureur auprès des clients. Ça remet en perspective toute la relation d'assurance. Et pourquoi avoir développé FIDI? L'idée, c'était quoi à la base? C'était de générer des gains de productivité, des économies sur les coûts de fonctionnement grâce à l'automatisation, ou c'était uniquement centré sur le parcours du client? Alors non, parce qu'on le fait sur des produits nouveaux. Donc on va, pour l'instant, imaginer FIDI sur de l'assurance habitation, c'est un peu délicat parce qu'il faudrait que l'appartement il soit bourré de capteurs, qu'on sache qu'il y a 3,48 m² de moquette qui a été inondée et pas 3,52 m². Il faudrait qu'on sache aussi la faute à qui, etc. Donc on n'est pas au bout du chemin, mais sur le retard d'avion, ça marchait très bien. Et l'idée, moi je suis issu de la famille marketing. Donc et je m'occupais des enquêtes clients Quanti et Quali sur la satisfaction des clients assurance. Donc, j'ai des chiffres à l'appui sur le contentement ou le mécontentement parfois des assurés. Et je me suis dit, c'est dommage parce que nous, on fait notre métier honnêtement. Et c'est dommage parce que on vient au service de clients qui sont vraiment dans la détresse tous les jours. Et il y avait un mismatch comme ça entre ce que moi je ressens en étant chez un assureur, une extrême fierté d'aider les gens, et puis la pensée générale des clients ou des clients mécontents. Et donc je me suis dit, en fait, c'est pas un problème relationnel réel, c'est un problème qui est dû au process en place aujourd'hui. Et donc, si on change le process d'assurance, on va démontrer aux clients qu'on est à leur service. Et c'était ça l'enjeu. Et alors, est-ce que le produit a été bien accueilli auprès des clients? FIDI a été lancé en 2017, il me semble. Aujourd'hui, quels sont les chiffres un petit peu d'usage? Combien de contrats de police ont été achetés? Combien d'indemnisations ont été versées? Ça en est où? Alors, tout le monde dans cette salle peut regarder, avoir accès à un explorateur blockchain et regarder tous les jours le nombre de ventes de FIDI qu'il y a eu depuis le début. Donc vous verrez, alors vous allez voir plutôt le nombre de requêtes qu'il y a eu, et pour une vente, il y a 2 requêtes. Il y a une d'enregistrement et une d'indemnisation, de décision d'indemniser. Donc vous allez voir à peu près 23 000, 24 000 transactions blockchain, ce qui correspond à peu près 12 000 polices. Je n'ai pas poussé beaucoup le B2C parce que j'essaye de le vendre en B2B essentiellement, de l'intégrer dans les polices multirisques ou de le donner à la disposition des airlines, des agences de voyage, des prestataires de cartes de paiement. Et ça met un peu de temps. Le processus de vente, il est très long. Et donc là, on arrive à une nouvelle étape, c'est que vous rajoutez en fait une assurance contre l'annulation de vol, c'est ça? Alors, grosse nouveauté. Wow. Non seulement vous allez aller sur FIDI pour acheter une police retard aujourd'hui, mais dans 15 jours, vous allez aller sur FIDI et vous allez découvrir que en fait, on change un peu notre produit. On a créé une police annulation de vol. Et cette police annulation de vol, on a l'impression qu'elle est plus demandée que la police retard. Et donc, on va fournir de l'annulation ou de l'annulation pour plus retard. Deuxième chose, aujourd'hui, on couvre sur 70% des vols mondiaux. On va monter à 80% des vols mondiaux. Ça, c'est une nouveauté. Et quoi d'autre? C'est à peu près tout, c'est déjà pas mal. Vous avez évoqué la stratégie B2B. Avec quel type d'acteurs vous nouez des partenariats? Est-ce qu'il y en a déjà qui sont noués, live? Ça en est où cette stratégie-là? Alors, il y a
FISI seul et FISI dans le groupe AXA. FISI dans le groupe AXA, en fait, mon intérêt et l'intérêt du groupe AXA, c'est d'intégrer le feature FISI dans les polices multirisques pour augmenter l'attractivité de notre offre par rapport à nos concurrents. Et ça va démarrer avec le retard ou l'annulation d'avion. Et puis demain, si on fait un FISI bagages, météo, etc., on va pouvoir comme ça renouveler l'offre. Non, t'es pas d'accord? On pourrait le faire ensemble. Du coup, j'ai perdu le fil. Donc intégrer FISI. Ouais, donc l'intégrer dans la multirisque, ou alors sinon le vendre directement aux airlines ou agences de voyage ou tour opérateurs ou prestataires de cartes de paiement. Les cartes de paiement, par exemple, ils ont beaucoup d'assurances qui sont liées à la carte, mais ils ont parfois du mal à garder leurs clients. Pourquoi? Parce que le client n'est pas forcément au courant de l'assurance qu'il a, du coup ne s'en sert pas forcément. Et du coup, à la fin de l'année, il se dit, mais au fond, cette carte de paiement, qu'est-ce qu'elle m'apporte? S'il y a un petit feature physique qui fait qu'au bout de, mettons, 4 heures de retard, je reçois 50 € de façon proactive, là, l'opérateur de carte de paiement, il a démontré l'utilité de sa carte et il va peut-être baisser l'attrition sur sa base. Très bien, merci. Je vais donner la parole à Séraphie, qui a aussi travaillé avec AXA, alors pas avec les équipes de Laurent, mais avec celle de AXA Partners, qui est l'entité de groupe AXA qui regroupe les activités d'assistance, d'assurance emprunteur et de prévoyance, et pour qui vous avez automatisé la gestion de sinistres en assurance emprunteur. Alors, pour bien comprendre ce que vous avez fait, est-ce que vous pouvez nous expliquer la démarche que doit réaliser un assuré lorsqu'il perd son emploi ou qu'il se retrouve en arrêt maladie de longue durée? C'est de ça dont il s'agit. Absolument. Alors, aujourd'hui, la prévoyance individuelle qui regroupe des produits comme l'assurance emprunteur, la perte d'emploi ou d'autres types de garanties est un secteur de l'assurance qui est assez sinistré, dans le sens où la gestion de sinistre aujourd'hui pour un client est extrêmement fastidieuse, ainsi que pour les back-office des assureurs. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est des sinistres qui vont reposer sur la fourniture d'attestations et de bordereaux qui sont fournis par des organismes publics. En France, c'est la CNAM, donc Amélie, ou Pôle emploi, ou d'autres organismes. Donc l'assuré doit, toutes les 2 semaines, tous les mois, envoyer un bordereau, soit par papier, soit via les portails clients, à son assureur pour être sûr d'être indemnisé. C'est un processus qui est très fastidieux. Quand on est en arrêt maladie depuis plus de 3 mois ou quand on est en perte d'emploi, on a souvent autre chose à faire que de faire ça. L'idée ici, c'est de réinventer l'expérience client en se substituant à l'assuré pour que l'assureur puisse, au nom de l'assuré, aller récupérer la donnée auprès de l'organisme public. C'est simple, mais aujourd'hui, ce n'est fait nulle part, dans aucun pays européen. Pourquoi? Parce qu'on a demandé en fait, à l'assuré de le faire pendant des décennies. Et le problème aussi qui vient au regard de ça, c'est que c'est des processus qui sont très coûteux pour les assureurs et qui quelquefois causent le fait que les garanties sont souvent très chères. Très coûteux, ça veut dire quoi? C'est quoi à peu près le coût? Alors on estime, on a fait un benchmark avec plusieurs assureurs, que le traitement de chaque bordereau, sachant que c'est tous les 15 jours souvent, est entre 2, 3 ou 4 €. Donc c'est quel volume à peu près? Alors en France, par exemple, sur l'assurance emprunteur, sur la prévoyance, on estime qu'il y a 10 millions de bordereaux IJ sur l'assurance emprunteur qui sont échangés chaque année. Donc c'est des coûts énormes. Et donc là, vous avez travaillé non pas avec le Pôle emploi français, mais avec le Pôle emploi suédois, c'est ça? Voilà, en fait, on a travaillé avec AXA Partners en se disant, on veut réinventer cette expérience client, quel est le bon endroit pour commencer? Et c'est vrai que les pays scandinaves, dont la Suède, sont des pays qui sont digitalement très en avance. Et donc, en fait, avec AXA, on est allé démarcher le Pôle emploi suédois, qui a été très réactif. Et ça, je pense que c'est dû aussi aux bonnes relations qu'AXA entretient dans ce pays. Et donc, le Pôle emploi suédois a décidé de créer une API pour ouvrir ces données et permettre aux assureurs donc d'avoir accès à ces données. Et concrètement, ça se passe comment pour l'assuré? Alors l'assuré, encore une fois, pareil que pour Laurent, l'avantage c'est qu'il doit juste déclarer son sinistre, donner son consentement. Ça, dans un monde RGPD, c'est vraiment clé. Il faut obtenir ce consentement. Et après, il n'a plus rien à faire. Pendant un sinistre de 18 mois, il va juste être sûr et certain que l'assureur va faire son travail pour aller récupérer la donnée et le payer en temps et en heure. Aujourd'hui, si vous oubliez d'envoyer votre justificatif, votre paiement mensuel, il va ne pas avoir lieu. Si vous comptez sur cet argent, ça peut être un gros problème.
Et est-ce que l'assureur ne pourrait tout simplement pas aller récupérer ces documents via des simples interfaces de connexion, des API pour, encore une fois, même question que pour Laurent, pourquoi la blockchain dans ce cas? Alors il y a deux aspects. Un, les organismes publics aujourd'hui demandent des niveaux de sécurité extrêmement élevés pour accéder à leurs données. Pourquoi? Parce qu'ils ont un rôle vraiment de protection des données personnelles, c'est des données sensibles. Donc ils demandent aux assureurs de pouvoir montrer patte blanche, donc chiffrement, sécurité, traçabilité et surtout de prouver l'obtention du consentement. Ici, la blockchain est vraiment utilisée pour sa caractéristique clé, la transparence et la traçabilité. Vous allez pouvoir prouver, AXA va pouvoir prouver au Pôle emploi suédois qu'il a obtenu le consentement, comment il obtient après les données chaque mois et comment il les traite. Et donc c'est une transparence en fait entre l'assuré, l'assureur et les organismes publics. Très bien. Et alors, le service est live? On en est où Alors, on est fiers de ce projet avec AXA parce qu'on a réussi, on a commencé les développements début janvier et on va être live a priori à la fin du mois. Donc 4 mois, ce qui, avec un pôle emploi, ressemble assez c'est efficace. Remarquable. Voilà. Et avec un RSA. Voilà. Hein. Donc on est très contents. C'est pas toujours évident et on reparlera, je crois, des points de complexité. Mais pour montrer aussi que les organismes publics ont un vrai souci de modernisation et donc sont très ouverts à ce genre de démarche. Merci Séraphie. Alors on va alterner start-up et acteurs institutionnels. Je vais donc donner la parole à Jérôme Balm de la FFA, de la Fédération française de l'assurance. Je vous propose de nous parler de l'expérimentation que vous avez menée sur la blockchain en 2017, qui à l'époque avait été faite aussi avec l'aide de Stratum, il me semble. Voilà, ça me fait faire ma petite transition. On a travaillé effectivement en 2017 avec Deloitte et Stratum, donc sur une expérimentation qui avait rassemblé 14 compagnies d'assurance. L'idée pour nous, c'était vraiment d'abord de découvrir, de monter en compétence sur la technologie blockchain, et puis de voir dans quel contexte on pourrait opérer une blockchain. Alors pour le coup, pas en B2C comme ça a pu être exposé, vraiment dans un contexte plutôt en B2B, entre assureurs. C'est un outil de place. L'outil de place. Le rôle d'une fédération est effectivement de travailler plutôt dans ce contexte-là et de valider potentiellement l'intérêt de cette technologie, de cette nouvelle technologie pour venir constituer potentiellement un nouvel outil de place. Donc cette expérimentation a été un vrai succès. Elle a été menée là aussi dans un temps plutôt rapide et qui nous a C'était dans quel contexte? C'était sur 4 mois. Alors c'était sur le contexte, en fait, c'était les résiliations en auto, en habitation. Donc dans un contexte qu'on dit de loi Hamon, donc pour comprendre comment ça fonctionne aujourd'hui, lorsque vous avez en fait un changement d'assureur, vous changez d'assurance auto, d'assurance habitation, votre nouvel assureur en fait doit faire pour le compte du client la démarche et doit résilier en fait votre ancienne police auprès de votre ancien assureur. Donc aujourd'hui la matérialisation en fait de ce changement d'assureur s'opère de manière assez classique avec un tiers de confiance qui est la lettre recommandée. Alors dans le pire des cas, la lettre recommandée papier. Dans le meilleur des cas, la lettre recommandée électronique. Et là, du coup, l'idée, c'était de voir dans quelle mesure la blockchain pourrait servir en fait de registre de traçabilité. On s'appuie sur l'une des caractéristiques de la blockchain pour permettre de donner en fait une date certaine au changement de contrat de l'ancien assureur vers le nouvel assureur. Et donc, on a pu valider que c'est un contexte, dans un contexte entre assureurs, que ça pouvait fonctionner, et en un temps record, puisqu'on a monté en fait l'expérimentation en 4 mois. L'expérimentation elle-même a été menée en 4 mois, ce qui était plutôt satisfaisant. Et on a pu valider un certain nombre de points et en même temps soulever un certain nombre de questions. Donc, on va considérer que pour nous, cette étape était la phase 1. Monter en compétences, découverte de la technologie, essayer d'imaginer quels pourraient être les cas d'usage. Voilà, ça a été un petit peu notre première entrée en matière autour de la blockchain. Donc là, l'idée, c'était chacun des assureurs participants disposait d'un nœud et pouvait donc du coup enregistrer les différentes transactions. En théorie, oui. Après, en pratique, ce qu'on a fait, c'est qu'on avait un petit peu moins de nœuds. On avait 4 nœuds en fait, qui étaient un petit peu le nombre de nœuds minimal qui permettait de valider en fait le fonctionnement des technologies. Mais voilà, c'était une approche expérimentale, un POC à petite échelle, on va dire. Et qu'est-ce qu'il en est sorti de ce POC? Vous en êtes où aujourd'hui? Alors, comme je disais, c'était un petit peu la première phase 1, et on est passé depuis, dans une phase qu'on va qualifier de phase 2, qui est une phase, on va dire, de cadrage, qu'on a dénommé cadrage, qui visait en fait à répondre à un certain nombre de questions qui ont émergé en fait de cette phase d'expérimentation. Ces questions étaient de 3 ordres. Premier élément, c'est quelle gouvernance?
je pense que ça a été déjà largement souligné au cours des tables rondes précédentes. L'un des enjeux principaux, l'un des enjeux majeurs en fait, de cette technologie, c'est de construire la gouvernance qui va avec, et tout particulièrement dans un contexte d'industrie particulièrement réglementée comme l'est l'assurance. Donc, quelle gouvernance possible? Deuxième question, on a un certain nombre de frameworks, un certain nombre de technologies qu'on peut utiliser, ou de blockchain. Il y a plusieurs blockchains aujourd'hui. Mais des blockchains. Il y a des blockchains. Bon, quelle blockchain, quelle technologie, quel framework retenir? Puis troisième point, et non des moindres, le coût. Quel serait le coût de ce nouvel outil et quel serait le coût comparé de ce nouvel outil par rapport à des outils de place existants? Parce que la profession d'assurance a plein de défauts qui ont été soulignés, c'est parfois un peu trop long, etc. Mais il y a quand même déjà aujourd'hui, et depuis de nombreuses années, un très grand nombre d'outils de place qui permettent, entre assureurs, de faire circuler l'information en cas de sinistre automobile, en cas de sinistre habitation, etc. Bon. Et donc tous ces outils aujourd'hui, ils reposent sur des technologies classiques et traditionnelles, donc il faut évaluer, de savoir si le coût d'investissement et le coût, le build and run, le coût d'investissement, le coût d'exploitation sur 5 ans, est-ce qu'il est équivalent, différent, plus intéressant? Donc cet aspect-là, réussi à le chiffrer, c'est quoi? Et c'est quelque chose qu'on a chiffré aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je dirais qu'on est aux 2 tiers en fait aujourd'hui de notre travail d'évaluation de cette phase 2 de cadrage pour répondre à l'ensemble de ces questions-là. Et puis je dirais qu'il y avait alors ce chiffrage aujourd'hui, il se chiffre en plusieurs millions d'euros, mais qui à l'échelle de la place est quelque chose qui pourrait fonctionner, mais qu'il faut encore une fois comparer à des technologies plus classiques qui parfois peuvent être moins coûteuses, mais qui ne disposent pas d'un certain nombre d'autres caractéristiques de la blockchain, comme la traçabilité, comme l'absence de recours à un tiers de confiance. Donc voilà, il y a une évaluation qui est multicritère et qu'on est en train d'opérer aujourd'hui pour déterminer si oui ou non on veut aller un petit peu plus loin, qui serait la phase 3 de déploiement industriel. Et au regard des coûts que vous êtes en train d'évaluer, quelles sont les économies espérées qu'une technologie comme ça pourrait générer? Je dirais que sans trop de surprise, en général, on entend effectivement des chiffres parfois très, très ambitieux, très agressifs, mais on est au minimum à 30% d'économie. Mais je dirais que c'est vraiment la fourchette basse. Et après, selon les cas d'usage, parce que ça varie vraiment en fonction du type de cas d'usage, on peut aller sur des économies qui sont très significativement supérieures, 50%, 70%. Voilà. Mais aujourd'hui, je dirais en échelle basse, on est voilà, entre 30 et 50%, on va dire, si on essaie de donner une fourchette, pour des cas d'usage en assurance, en consortium, dans notre contexte. Je ne parle pas effectivement d'autres industries ou d'autres. Alors, merci Jérôme. Emmanuel, vous, avec Monuma, vous avez dépassé le stade de l'expérimentation puisque votre application blockchain Patrimonia est déjà disponible et utilisée. Est-ce que vous pouvez nous la présenter? Elle permet de faire quoi? Comment elle fonctionne? Alors, ça va être très simple. Nous, on est une insurtech française et on est très fiers d'être une insurtech française en blockchain parce que c'est important de le dire. Nous, on s'attaque au marché de l'assurance et de la banque, c'est important. On avait 2 convictions très fortes. Il fallait mettre un huissier numérique et un expert humain dans la poche des gens 24 heures sur 24, dans le monde entier. Donc l'application Patrimonia, en fait, elle est très simple. C'est une capacité aujourd'hui de valoriser et de certifier n'importe quel type de bien de valeur, donc j'ai précisé la définition, à l'aide de photos. Un bien de valeur, c'est quoi? C'est une bouteille de vin, c'est un diamant, c'est une voiture de collection, c'est une montre, c'est un tableau, une sculpture, etc. C'est tout ce qu'on appelle, nous, les biens singuliers. Et là, aujourd'hui, il y a un vrai problème de traçabilité et de valorisation de ces biens pour les compagnies d'assurance et pour les banques. Et l'idée qu'on a eue au départ, c'est être en capacité de certifier en fait l'état de ces objets à l'aide de 5 photos en blockchain. Donc l'idée de l'huissier numérique est là au départ. On reçoit des données qui sont aujourd'hui totalement authentiques et qui ne sont pas modifiables, qui sont opposables à tous les tiers. Et à partir de là, on fait notre travail d'expert, parce qu'on est expert auprès des tribunaux. Donc on valorise, on dit si c'est un vrai ou un faux, et on dit quelle est la valeur de l'objet. Et à partir de là, on envoie un certificat blockchain d'expertise en fait, sur le compte du client, qui peut après la transmettre évidemment à son assureur, à son banquier, à son notaire, etc., pour être effectivement en capacité tous les ans, et ça c'est important, de réactualiser la valeur et l'état du bien par abonnement. Donc aujourd'hui, on commence à travailler avec des assureurs importants sur le sujet pour que, en fait, l'idée de la blockchain, c'est pas un sujet dont on parle, c'est un sujet dont on agit. Donc l'idée aujourd'hui, c'est que nous, on a 2000 clients, on a fait 2600 certificats d'expertise depuis le mois de juin, et on pense que demain, en fait, c'est un outil simple pour certifier des personnes, des biens ou des situations en prévention, et là on tombe dans la chaîne d'assurance, pour dans la capacité que l'assureur ait des vraies données pour régler des sinistres plus rapidement. Et là on tombe dans le smart contract de tout à l'heure, et je pense que sur la MRH, on viendra un jour à être en capacité de régler très très vite les sinistres avec une qualité d'exécution que la blockchain permet.
Avec l'application blockchain Patrimonia, un particulier peut espérer avoir une expertise de son bien en l'espace de combien de temps versus combien sans cette application? Je vais être transparent. Le côté huissier, l'huissier il met 48 heures, il coûte 500 €. Nous, c'est immédiat et ça coûte 10 €. L'expertise, vous envoyez un expert chez vous, il va vous prendre 500 € de forfait pour venir chez vous. Nous, on est à 50 €. Et on fait ça en 72 heures. Donc l'idée, c'est que le client a son certificat dans les 72 heures. Donc simplement en prenant des photos avec son téléphone de l'objet de valeur en question. 5 photos minimum, je précise bien, puisqu'il nous faut des détails signifiants, il nous faut des estampilles, des poinçons. Il nous faut tous les détails pour travailler, mais à partir de 5 photos, on a une résolution qui est suffisamment bonne. Et cette photo est enregistrée dans la blockchain, c'est bien ça, avec toutes les informations. Exactement, en fait, la photo est enregistrée et nous, notre certificat qu'on renvoie au client est aussi enregistré dans la blockchain. Et alors, vous avez été accompagné par Allianz et aujourd'hui, les agents d'Allianz distribuent l'application. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur cet accompagnement Alors, on part du CES de Las Vegas l'année dernière où Allianz nous a soutenus là-bas et on a été accéléré en 2017. L'idée, c'était de dire les agents, ils ont eu un besoin d'offrir des services en agence. Et donc, l'application Patrimonia est une possibilité pour l'agent de régler des problématiques pour ses clients en un clic. C'est ça l'idée. Et après, être en capacité de faire revenir les gens en agence. Très bien. Merci beaucoup, Emmanuel. Alors vous, Florian, qui êtes investisseur et donc acteur un petit peu plus extérieur, finalement, quel est votre regard sur la blockchain? Quand on a préparé cette table ronde, vous m'aviez expliqué avoir un œil un peu plus critique sur cette technologie. Pourquoi ça? Ouais, en fait, nous, on investit partout en Europe sur des technologies qui ont un impact direct ou indirect sur l'assurance. Donc on a de la chance parce qu'effectivement, les sujets de blockchain, c'est des choses qu'on voit passer tous les jours sur notre bureau. Et en fait, je dirais qu'il y a eu un peu 3 vagues. Il y a eu la première vague, un peu d'euphorie, il y a 4-5 ans, où la blockchain allait tout révolutionner, etc., etc. Il y a eu une deuxième vague, notamment chez les grands groupes, qui était de dire il faut absolument que je fasse un truc avec la blockchain. Et je dirais que cette phrase-là, elle est d'autant plus vraie que le prix du Bitcoin est élevé. Et d'ailleurs, c'est drôle de voir que le nombre de conférences sur la thématique blockchain est à peu près corrélé au prix du Bitcoin. Donc bravo à vous d'organiser une conférence quand le prix du Bitcoin est bas, parce que c'est assez rare pour être souligné. Et on est dans une phase aujourd'hui qui est un peu, je dirais, ambivalente. C'est-à-dire qu'on voit quand même pas mal de sujets. D'un côté, beaucoup de sociétés qui font plutôt du conseil que du développement produit. Et c'est vrai que nous, en tant qu'investisseurs, ce qui nous intéresse, c'est des technologies, c'est des produits, je dirais, disponibles sur étagère. Et c'est pas des business models scalables, exactement. Donc c'est de la technologie pour aller très vite et pour déployer assez rapidement auprès de nombreux clients et pas d'être dans le conseil. Et je pense que les discussions qu'on a eues avant montrent bien ça, aussi bien avec la FFA que les sujets développés par Stratum, c'est on va essayer de trouver un angle, on va essayer de co-développer avec le client final un projet et après ça devient un produit qu'on peut déployer et qu'on peut démultiplier. Mais encore aujourd'hui, mon sentiment, c'est qu'on voit beaucoup de choses qui sont encore au niveau conseil, donc peut-être moins attractives du point de vue purement investisseur. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément qui est juste technique, c'est qu'en fait, on est sur une technologie qui est très compliquée. Il y a beaucoup de projets qu'on voit passer qui disent on utilise la blockchain. Mais en fait, quand on creuse, il n'y a personne qui a ces compétences en développement de la technologie. Et ça me fait penser à une analogie avec les sujets d'intelligence artificielle où un fonds anglais avait dit 40% des startups qui disent faire de l'intelligence artificielle en Europe, en fait, c'est du bullshit. On n'a pas le chiffre officiel dans la blockchain, mais je pense qu'on devrait arriver à un chiffre pas loin de ça. Et donc voilà, donc les deux petites limites que je donnerais, c'est ça. C'est un, beaucoup de choses plutôt autour du conseil. C'est on a une techno, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Et deux, on dit blockchain parce que c'est bien et en même temps, il n'y a pas les compétences derrière. Mais ça, est-ce que c'est pas finalement un peu lié au fait que la blockchain soit une techno encore jeune, peu mature? Et je pense qu'il y a des points sur ça et ça m'amène aussi à interroger le reste des intervenants sur les obstacles que chacun d'entre vous a pu rencontrer dans le développement, dans la conduite d'un projet blockchain. Quand on en a parlé au téléphone, il y a plusieurs choses qui sont ressorties, aussi bien autour de cette techno qui est encore mal connue, des problèmes de gouvernance plus que la techno, des processus très longs. Est-ce que chacun d'entre vous peut revenir un petit peu sur ces problématiques-là? Je ne sais pas qui veut prendre la parole en premier. Je pense que c'est intéressant les points de Florian. Effectivement, nous on pense que ça a été je reviens juste 2 secondes. On pense justement que cette chute du Bitcoin a été très salutaire pour l'écosystème parce qu'il y a un vrai ménage qui s'est opéré justement dans ces sociétés de conseil un peu légères ou dans des projets qui ne tenaient pas la route. Donc pour nous, ça a été une très bonne nouvelle.
Pour répondre à votre question sur la complexité qu'on a pu rencontrer, la complexité inhérente d'un projet blockchain, c'est que vous avez plusieurs partenaires. Nous, on ne fait pas de consortium, mais on fait quand même des projets où vous avez un assureur, un organisme public, un distributeur, n'importe. Et donc, il faut mettre ces gens autour de la table. Première complexité. Deuxième complexité, on est quand même dans des secteurs où encore les équipes IT, quelquefois, ont du mal à accepter que ce n'est pas mieux fait quand c'est fait par eux. Et ça, c'est des résistances qui sont naturelles, mais qui, dans un monde du SaaS, dans un monde du cloud, il faut que les grands groupes essayent de lutter un peu contre ça. Il y a des choses qui sont très bien faites par eux, il y a des choses qui sont mieux faites ailleurs. Ils ne sont pas encore très au fait de l'open innovation, c'est ça? Ça avance très vite et on a la chance de travailler avec des grands groupes comme BNP, comme AXA ou CNP et ça avance très bien. Mais voilà, c'est des résistances qu'on a occasionnellement. Très bien. Laurent, vous avez mentionné tout à l'heure que les processus étaient longs, que nouer des partenariats avec des acteurs B2B, ça avait été plus long prévu, que vous avez sous-estimé un petit peu la ressource et le temps nécessaire. Oui, parce que j'ai pas une formation sales. En fait, moi, j'étais à l'innovation et ce projet, je l'ai gardé pour le vendre. Et j'en suis très content parce que si je le vends, du coup, j'aurais fait le chemin ou l'aventure de bout en bout. Mais effectivement, ça, j'avais un peu sous-estimé le délai de vente d'un projet B2B. À l'origine, ce que aujourd'hui je ne referai plus, c'est d'essayer d'expliquer la blockchain pour vendre mon projet. Je pense qu'il faut surtout pas le faire. Surtout que le senior management vous donne souvent un quart d'heure entre deux autres conférences sur BAL 2 et sur les ratios, je ne sais quoi. Et en fait, ils n'ont pas envie de nous écouter, etc. Et en plus, en un quart d'heure, ça ne marche pas. Si vous voulez expliquer blockchain à votre senior management, dites c'est minimum 45 minutes ou je ne le fais pas, sinon vous allez vous ridiculiser. Donc ça, je pense qu'il faut juste partir de l'expérience client, de dire voilà quel bénéfice client qu'on apporte et parler de la solution. Si in fine on peut démontrer que by the way on utilise la technologie blockchain et que ça apporte un élément client supplémentaire, on le dit, sinon un élément de transparence. Donc moi c'était un élément de transparence et le fait que on résout la confiance assureur-assuré. Et le fait que ça améliore la satisfaction client, ça suffit à convaincre des compagnies aériennes, des tour opérateurs? Non. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Le secteur aérien et la satisfaction client, la zone de recoupement de ces deux contextes est pas forcément forte. Mais c'est dû au fait aussi que c'est un secteur qui est extrêmement concurrentiel. Donc il y a des marges qui sont extrêmement faibles, aussi bien sur les airlines que sur les tours opérateurs que les agences de voyage. Et que du coup, oui, on essaye de satisfaire le client, mais on essaye surtout de rester en vie, en fait. Donc, et du coup, Fizy, c'est intéressant pour eux dans un contexte où on va vendre un service supplémentaire, essentiellement, où j'améliore la multirisque que je vends, mais dépenser soi-même airline de l'argent auprès d'AXA pour assurer toute ma base de clients, donc voir un coût supplémentaire en vue d'une satisfaction client, c'est un exercice qu'ils comprennent intellectuellement, mais qui est difficile à mettre en place vu l'état des finances de ces compagnies. Et vous, Emmanuel, quels sont les obstacles que vous avez rencontrés? Est-ce que parfois le fait que blockchain soit associé à crypto-monnaie, ça peut poser problème ou pas? Alors j'aimerais me refaire que Laurent, il faut arrêter de parler de blockchain, d'expliquer la blockchain aux gens. Voilà, il faut montrer des vrais cas d'usage où on s'en sert tous les jours. Moi, le sujet que j'ai eu, c'est qu'en tant que startup, j'étais un petit peu seul au départ. Et la solution que j'ai trouvée face à ça, c'est qu'on se met à plusieurs startups maintenant. Là, aujourd'hui, on s'est allié à Moonshot sur des produits d'assurance bagage, on s'est allié à SecureKey sur des produits de coffre-fort en blockchain, on s'est allié sur d'autres startups sur des produits de blockchain en banque. En fait, aujourd'hui, le problème, c'est qu'en tant que startup, on est vraiment seul et qu'il faut être capable de bosser en écosystème à plusieurs pour aller vers ces grands groupes et finalement réussir à convaincre que la solution fonctionne. Vous travaillez avec Moonshot de Société Générale? Oui, c'est ça, on est partenaire sur une produit d'assurance bagage. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu les partenariats que vous avez travaillé avec les différentes startups? Alors Moonshot, en fait, l'idée c'est que vous vous assurez vos biens de valeur dans vos bagages en achetant votre billet d'avion. Donc c'est de la blockchain avant-après avec un remboursement automatique.
forfaitaire, donc ça c'est intéressant. Un petit produit de service aussi, et on a comme Fidi le problème de le vendre, parce que c'est un coût supplémentaire. Avec SecureKeys, on a monté, et Moonshot aussi, un produit de coffre digital. En 2 mots, les banques vont fermer leurs coffres et leurs agences d'ici quelques années. Donc l'offre coffre-fort va disparaître. Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une offre à 3 startups pour que le coffre-fort vienne chez vous et que vous mettiez vos objets à l'intérieur et qu'en blockchain, on certifie tout et qu'on assure le coffre-fort dans un site sécurisé. Et puis après, on a fait une petite partenariat sympa. Mais alors là, on est 6 startups, donc ça commence à être une petite tribu. On a appelé la tribu Wells Cockpit. Et là, on se dit que la banque privée, aujourd'hui, il a un vrai souci, c'est que le banquier, il ne connaît qu'une partie des actifs de ses clients. Et grâce à un robot advisor, grâce à KYC et grâce à Monima, il pourra connaître les actifs non cotés, donc les biens de valeur, effectivement. Et on a mis tout ça dans la blockchain pour proposer des offres de service. Donc je pense vraiment que les partenariats entre startups, c'est un vrai sujet intéressant pour l'avenir de la blockchain. Très bien, merci. Et Jérôme, vous, qu'est-ce qui a été le plus complexe dans la conduite de cette expérimentation blockchain ? Je pense qu'il y a un premier sujet, enfin je pense que ça a déjà été abordé, c'est l'évangélisation. C'est une technologie qui est complexe, qu'on ne peut pas expliquer en 15 minutes, et c'est parfois l'exercice auquel j'ai dû me livrer, et je confirme que c'est une mission quasi impossible. Donc l'évangélisation est un vrai sujet sur la technologie. Le deuxième élément, c'est que je pense qu'on a été aussi pas mal pris du fait de la technologie telle qu'elle avait été pensée au départ, dans des injonctions contradictoires. Transparence absolue, mais sauf qu'à un moment, on ne veut pas forcément que les parts de marché de tel ou tel assureur soient observées si on est détenteur de nœuds. Transparence absolue, où on grave des choses qui sont immuables, et puis on a le RGPD qui nous dit attention, j'ai un droit à l'oubli et à l'effacement de mes données. Et donc ces injonctions contradictoires, il y a encore 2 ans ou 3 ans, les différents types de technologies blockchain qui étaient disponibles sur la place ne permettaient pas de répondre à ces questions-là. Et finalement, la bonne nouvelle, c'est pour ça qu'on pourrait se dire, ça fait 2 ans ou 3 ans qu'on travaille sur le sujet. Il y a 3 ans, je pense que si on avait voulu passer de l'expérimentation au déploiement industriel, on n'avait pas les réponses à ces questions-là, à ces injonctions contradictoires. Alors qu'aujourd'hui, comme il y a un certain nombre de travaux qui ont été menés dans différents secteurs, dans différentes industries, il y a un certain nombre de solutions qui ont émergé, que ce soit sur Hyperledger, que ce soit sur Corda, que ce soit sur Ethereum, qui permettent aujourd'hui, maintenant, de répondre en fait, à ces questions-là. Donc quelque part, est-ce qu'on peut dire que ça avance lentement, on a un peu d'ambivalence? Je rejoins le point de Florian là-dessus. Mais en même temps, cette ambivalence, elle est plutôt saine parce qu'elle permet en fait de décanter progressivement la technologie et de s'assurer qu'on ne va pas partir dans des impasses sur des sujets ô combien importants, comme par exemple la protection des données personnelles. Donc c'est plutôt positif pour vous. L'idée, c'est quoi? Vous espérez lancer le projet? Quel serait le calendrier? Moi, à titre personnel, j'ai jamais acheté un bitcoin. J'ai pas d'action sur le sujet. Moi, mon objectif, mais parce que je suis dans une position un peu particulière de fédération, c'est d'évaluer de manière vraiment la plus objective possible. On a des outils existants. Est-ce que ce nouvel outil-là, ça peut être un nouvel outil au service de nos adhérents, qui sont les compagnies d'assurance, dans leurs besoins d'échange d'informations entre eux? Si cet outil est plus pertinent, plus efficace, moins coûteux, la recommandation sera oui, allons-y. Et l'idée en termes de calendrier, c'est d'arriver à un cadrage complet d'ici la fin de cette année, peut-être même un petit peu avant, pour prendre une décision. Alors si décision il y a, ce serait un déploiement industriel pour l'année prochaine sur un ou plusieurs cas d'usage. Mais c'est un petit peu ça le calendrier dans lequel on s'inscrit aujourd'hui, c'est d'arriver à une prise de décision à la fin de l'année. Juste un petit mot sur les cas d'usage envisagés. On en a un certain nombre qui reposent parfois en fait sur la traçabilité de la donnée ou la capacité d'horodater. Donc on parlait tout à l'heure des résiliations, de remplacer finalement la lettre recommandée électronique par une résiliation horodatée, estampillée blockchain. Donc ça, on est sur des cas d'usage où on utilise uniquement en fait cette propriété de traçabilité des transactions ou des échanges d'informations entre assureurs. On a également des réflexions autour de cas d'usage un peu plus compliqués qui associeraient à la fois en fait blockchain et smart contract. Je vais vous prendre un exemple au niveau des conventions obsèques aujourd'hui, qui sont des conventions pour lesquelles il peut y avoir parfois une non-utilisation, des contrats qui du coup sont non réclamés ou en déshérence, et là où l'idée en fait pourrait consister à créer une blockchain accessible à un certain nombre de secteurs ou de professions réglementées, notaires, avocats ou entreprises de pompes funèbres agréées, et qui permettrait du coup d'utiliser plus facilement qu'aujourd'hui, avec les démarches qu'il faut effectuer, plus facilement qu'aujourd'hui ces contrats. Mais ça impliquerait du coup d'ouvrir
la démarche de consortium qu'on a entre assureurs à d'autres professions, ce qui rendrait la chose un petit peu plus complexe. Mais en tout cas, c'est des réflexions mais avec un potentiel plus important. C'est ce qu'on disait avec Florian. Exactement. Oui, en fait, je pense qu'il y a deux enjeux qui sont pointés. Il y a un premier qui est sur la technologie elle-même, donc sur l'infrastructure, et là, il y a encore vachement de travail, et je pense que les discussions qu'il y a eu avant ce panel-là l'ont montré, notamment sur le nombre de transactions, etc. Donc il y a un vrai enjeu, la technologie, elle est encore très jeune, et donc il y a beaucoup de travail et de recherche encore à faire sur la technologie elle-même. Et après, il y a l'autre enjeu qui est qu'est-ce qu'on fait avec cette technologie-là. Et là-dessus, à nouveau, il y a ce qu'on voit aujourd'hui qui est plutôt essayer d'améliorer l'existant, voire de répliquer l'existant avec peut-être des gains de productivité ou autre, mais ça pose la question de est-ce on a vraiment besoin, et d'ailleurs c'était tout le temps votre question, hein, pourquoi vous avez utilisé la blockchain pour faire ça, est-ce que vous ne pouviez pas le faire autrement? On voit que souvent la réponse était en fait on aurait pu le faire sans blockchain. Et du coup là-dessus je pense qu'il y a des enjeux. L'assurance paramétrique, c'est à mon avis un des gros sujets, c'est des produits qui existent peu ou mal dans l'assurance aujourd'hui. L'exemple le plus visible, c'est celui-là, mais tu as parlé tout à l'heure de météo aussi, ça peut être un enjeu. Et après, avec tout ce qui va être objet connecté, etc., on va pouvoir capter toujours plus d'informations pour, à mon avis, étendre ces cas d'usage dans l'assurance paramétrique. Et après, il y a un autre sujet, je pense, qui est un petit peu plus, comment dire, large, qui est les sujets d'identité. Donc, à nouveau, on voit que le cas d'usage qui marche le mieux de la blockchain, c'est la digitalisation de la monnaie avec notamment le Bitcoin, et qui est le cas d'usage qui marche depuis 10 ans, ça marche super bien, et voilà, il n'y a pas eu meilleur cas d'usage de la blockchain aujourd'hui. Donc on a digitalisé, je dirais, la monnaie, les banques centrales, etc. Et il y a un sujet qu'on n'a pas encore vraiment adressé, c'est l'identité numérique. Et à mon avis, ça c'est un sujet qui est pas exploré aujourd'hui, où on n'a pas vraiment de réponse aujourd'hui, et où justement dire bah tiens, on a une nouvelle technologie qui nous permet d'aborder le problème d'une nouvelle manière, et là on voit que ça peut être intéressant. Ouais. Je voulais juste dire sur le problème des injonctions contradictoires de la technologie. Je pense qu'il faut moi, ma position, en tout cas, ça a été de le surmonter en allant au bout de l'exercice de changement de paradigme et en disant, moi, mon fusil, je le fais sur une blockchain publique. Donc, du coup, tout le monde va voir les niveaux d'indemnité et de primes. Mon concurrent va pouvoir aller regarder mon chiffre d'affaires sur la blockchain. Et je suis allé complètement à fond là-dedans, et devinez quoi, en fait, quand on va à fond dans le changement de paradigme, on découvre des opportunités qu'on n'aurait pas vues si on avait eu le pied à la fois sur le frein et sur l'accélérateur. Donc, par exemple, j'ai des membres de la communauté qui nous m'ont dit mon smart contract, s'il ne fonctionne pas correctement, j'aurais envie de l'assurer. Et là, j'ai découvert que je pourrais faire un Fizzy smart contract. Et donc peut-être que Fizzy Weather ou Fizzy Bagage, c'est une super idée, mais peut-être que la meilleure idée, c'est faire un Fizzy Smart Contract pour les pure players du secteur. Et donc, aller jusqu'au bout de l'exercice de changement de paradigme, je pense que ça garantit qu'on va spotter un peu mieux que les autres toutes les opportunités. La blockchain, ce n'est pas que la création d'actifs numériques, mais c'est aussi la création d'actifs numériques, de non-fungible tokens. Et ça, c'est une surface nouvelle d'assurance. Et c'est important de le savoir. Le micro, pour revenir aussi sur les offres paramétriques, qui semblent être un bon cas d'usage pour développer la blockchain. Vous avez brièvement évoqué tout à l'heure l'assurance voyage. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur quel parcours on pourrait proposer à l'utilisateur sur un produit comme celui-ci? Aujourd'hui, on propose... en fait, ce dont je me suis rendu compte, et une autre difficulté que j'ai eue avec Fizzy pour le vendre, c'est que l'assurance retard intrinsèque n'est pas forcément très intéressante pour le consommateur, parce que le consommateur, il voyage et il dit « je veux être assuré pour mon voyage ». Mais que ce soit annulation, je me casse la jambe, je suis rapatrié, il veut tout. Et donc, du coup, la façon la meilleure pour moi de le vendre, c'est de l'intégrer dans une multirisque en faisant évoluer la multirisque au fur et à mesure. Une autre façon de vendre Fizzy serait de dire les clients payent en crypto-monnaie, sont indemnisés en crypto-monnaie, donc vont l'acheter directement sur le smart contract. C'est quelque chose qui n'est pas impossible à terme. Et c'est ça, en fait, le cas nouveau d'achat. Ce serait vraiment de regarder la blockchain non pas comme un fournisseur de technologie, mais comme un canal de distribution.
micro, juste pour redonner la parole à Séraphie. Vous, de votre côté, quelles sont les perspectives de développement de ce service que vous avez développé avec AXA? Est-ce que l'idée, c'est de le décliner à d'autres pays, peut-être à la France? Dans ce cas-là, ce serait quel marché, quel calendrier? Je ne sais pas si on peut récupérer un micro de ce côté-là. Super, merci. L'ambition, effectivement, c'est l'avantage avec la plateforme Trace, qui est le produit de Stratum, c'est que c'est une plateforme qui est scalable. Donc en fait, une fois qu'on s'est connecté avec un partenaire, c'est simple d'en connecter un deuxième. L'idée qu'on a avec AXA, c'est de se dire, peut-on faire de cette plateforme une plateforme pan-européenne, donc d'autres pays, et peut-on ouvrir d'autres garanties, type, comme je dis, on a commencé avec la perte d'emploi, pourrait-on regarder l'invalidité, l'incapacité temporaire et tout ce qui est autre type de garantie. Donc voilà, soit géographique, soit différents types de garanties. C'est l'avantage d'une plateforme comme Trace, c'est que c'est scalable. Très bien. Et de votre côté, Emmanuel, avec Monuma, quelles sont les perspectives de développement pour 2019? Quelles sont vos ambitions? Vous m'aviez parlé d'une stratégie B2B aussi. Vous avez travaillé notamment avec Hermès, c'est ça? Alors nous, en fait, on développe une stratégie avec les assureurs sur d'autres dimensions qui sont le transport et l'immobilier. On pense que la blockchain a tout son sens dans le transport et dans la construction et dans les bâtiments. Et puis effectivement, on a développé des partenariats avec des marques de luxe. Ça, c'est important aussi avec Hermès en l'occurrence, pour mettre en blockchain en fait l'ensemble des biens de la marque. Et demain, peut-être que quand un client ira acheter un sac à 5 000 € chez Hermès, il aura, ou chez Vuitton, il aura un certificat blockchain de valeur, une petite police d'assurance affinitaire incluse dans l'achat. Et donc là, on développe un nouveau univers de services pour les marques. C'est là où la blockchain peut tracer et la valeur tous les ans et permettre à la personne qui un jour a une problématique de se faire indemniser automatiquement. Et dans le domaine du transport et de l'immobilier, est-ce que vous pouvez développer un petit peu plus les cas d'usage envisagés? Là, le transport, en fait, tout simplement, c'était une application qu'on a sortie l'année dernière qui s'appelle Mobility, qui est en capacité que dès qu'il y a un bien qui est transporté, là, on repart au début de la chaîne. Dès que le bien est emballé, avant l'emballage, après l'emballage, on check en blockchain tous les éléments de datation. Et s'il y a un problème, on peut prendre toutes les datas et faire un rapport automatique d'expertise, toujours en 72 heures, qui dit qui est responsable de quoi, quand et quel est le montant indemnisé. Donc ça, c'est le transport. Et puis après, on a le sujet effectivement du déménagement, où on a 8 millions de déménagements en France, et les gens en cas de déménagement sont souvent peu indemnisés parce qu'ils ne s'assurent pas ad valorem, ils s'assurent effectivement au poids. Donc là, on a une capacité aussi d'apporter un service en cas de déménagement. Merci beaucoup. On arrive à la fin de cette table ronde. J'ai juste donné la parole une dernière fois à Florian. Peut-être, vous n'avez pas encore investi dans une start-up blockchain. Est-ce que vous pensez que ça va arriver? Est-ce que vous pensez qu'une pépite européenne blockchain pourrait émerger? À quelle échéance? Quel est un peu votre point de vue sur ces perspectives-là? Aujourd'hui, ouais, effectivement, on n'a pas encore investi dans ce domaine-là, et je pense que c'est lié à ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que nous, ce qu'on recherche, c'est de la technologie, et ce qu'on recherche, c'est des produits avant tout. Donc, on est assez attentif. Les sujets d'assurance paramétrique, c'est des sujets qui nous intéressent beaucoup. Donc, effectivement, on regarde plutôt pour rentrer par ce domaine-là et voir comment on peut, derrière nous, aller chercher des experts de la blockchain pour développer des produits et améliorer finalement l'expérience d'assurance paramétrique. Donc on ne rentre pas forcément par le côté blockchain, on rentre par le côté usage, et on se dit tiens, la technologie peut permettre de mieux faire ce cas d'usage précis. Donc c'est plutôt dans cet ordre-là qu'on regarde les choses. Merci beaucoup. J'espère que ces échanges vous ont éclairé sur les potentiels de la blockchain dans l'assurance et ses limites. Et merci à tous d'avoir été aussi nombreux pour cette première édition de la Tribune Blockchain Summit.